9 juges, 9 esprits juridiques au sommet du pouvoir judiciaire américain, zéro dissidence, et un ancien président des États-Unis qui, pour la première fois dans sa stratégie légale, se retrouve sans porte de sortie d'urgence. Ce qui vient de se passer à Washington, D.C. n'est pas simplement un titre de plus dans le cycle d'actualité 24h24. C'est un événement sismique. La Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel d'urgence de Donald Trump concernant l'immunité présidentielle, et le détail qui fait trembler les fondations du cercle intime de Mar-a-Lago n'est pas seulement le rejet, mais qu'il a signé. Ils l'ont fait à l'unanimité. Cela inclut Neil Gorsuch, cela inclut Brett Kavanaugh, cela inclut Amy Coney Barrett. Les 3 juges qu'il a personnellement sélectionnés, nommés et défendus pour assurer une majorité conservatrice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Moins d'une heure après que cette ordonnance judiciaire ait atterri sur les bureaux des journalistes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à la télévision nationale. Pendentif George Will, l'homme qui a été la boussole intellectuelle du conservatisme un demi-siècle, le lauréat du prix Pulitzer qui a défini ce que signifiait être républicain bien avant l'existence du mouvement MAGA, est passé à l'antenne, et ses paroles n'étaient à moi pas une critique politique standard. C'était une autopsie. Will a regardé la caméra et a déclaré que la stratégie légale de Trump s'était complètement et irréversiblement effondrée. Il a dit: J'ai vu des revers juridiques, j'ai vu des défaites politiques, mais je n'ai jamais vu un moment comme celui-ci. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler seulement de politique. Nous allons disséquer étape par étape pourquoi ce moment précis marque une fracture historique dans le conservatisme américain. Nous allons expliquer pourquoi la réaction de George Will est une alarme que personne dans le Parti républicain ne peut ignorer. Et nous allons répondre à la question fondamentale qui plane sur les élections de 2024. La Constitution des États-Unis fonctionne-t-elle encore? Je suis non ou est ceci à ce qui s'est vraiment passé quand les portes de la Cour suprême se sont fermées. 0315. Chapitre 1. La manœuvre maîtresse ratée. Permettez-moi de poser le décor avec une clarté absolue, car il y a beaucoup de bruit médiatique, et il est facile de se perdre dans les détails techniques. Pour comprendre l'ampleur du coup, nous devons d'abord comprendre l'audace de la manœuvre. À la fin de la semaine dernière, l'équipe juridique d'élite de Trump, sachant que le temps pressait, a déposé une requête d'urgence auprès de la Cour suprême. Ce n'était pas une pétition ordinaire, c'était un Ave Maria juridique. Ils ont demandé au juge de geler, de suspendre complètement toutes les procédures dans son affaire fédérale d'interférence électorale à Washington, D.C. La raison, ils voulèrent que la Cour examine une question constitutionnelle beaucoup plus grande. Une question jamais testée auparavant dans l'histoire de la nation. L'immunité présidentielle absolue. Analysons l'argument. En termes simples, les avocats de Trump ont affirmé devant le tribunal le plus élevé du pays qu'un ancien président ne peut en aucune circonstance être poursuivi pénalement pour des actions prises pendant qu'il était en fonction. N'importe quelle action, jamais. Si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir aux implications pratiques de cette théorie juridique, c'est glaçant. Essentiellement, cela placerait les présidents des États-Unis dans une catégorie de citoyens complètement différente, au-dessus de la loi pénale. La logique est, tu commets un crime le lundi et tant que tu étais président à ce moment-là, tu es intouchable pour toujours. Meurtre, corruption, sédition. Selon cette théorie, tout serait couvert par le manteau de la présidence. Mais, et voici la clé du suspense, l'équipe de Trump n'est pas naïve. De nombreux analystes juridiques s'accordent à dire qu'ils savaient que cet argument était faible. Ils avaient une raison stratégique cachée pour cet appel. Une raison qui va bien au-delà du droit constitutionnel. L'objectif était le temps. Selon de multiples experts, c'était leur dernière chance réaliste de retarder le procès jusqu'après novembre 2024. L'équation est simple et brutale. Si Trump parvient à repousser la date du procès au-delà des élections et gagne, il pourrait ordonner à son nouveau département de la justice de classer l'affaire ou même tenter de s'auto-indulger. S'il gagne la présidence, ses poursuites fédérales disparaissent effectivement. Donc cette bataille juridique ne portait pas sur des principes abstraits de séparation des pouvoirs, elle portait sur la survie personnelle. 0645 chapitre Le mur du non. La réponse de la Cour suprême est arrivée avec une vitesse qui a laissé Washington tourner en rond. Normalement, la Cour délibère, prend son temps, demande des plaidoiries orales, mais pas cette fois. Selon le reportage détaillé de Politico du 7 janvier, la Cour a rejeté la requête de Trump sans une seule dissidence notée. Permettez-moi de traduire ce que, sans dissidence,
signifie dans ce contexte? Cela signifie qu'aucun des 9 juges, indépendamment de son idéologie politique, n'a pensé que la requête d'urgence avait suffisamment de mérite pour justifier ne serait-ce qu'une posire ou une considération supplémentaire. C'était une porte claquée au visage. Décomposons les noms car l'ironie historique est palpable. Clarence Thomas, le conservateur le plus ardent qui a été férocement critiqué pour les possibles conflits d'intérêts en raison de la participation de sa femme, Ginny Thomas, aux activités post-électorales. Même lui a dit non. Neil Gorsuch, la première grande victoire de Trump, l'homme qui a restauré la majorité conservatrice, a dit non. Brett Kavanaugh, dont la confirmation a été une guerre politique brutale, que Trump a défendue personnellement à travers une intense controverse nationale, a dit non. Amy Coney Barrett, précipitée à la cour seulement quelques jours avant les élections de 2020, dans un mouvement qui a furieux les démocrates, a dit au non. Et ce n'était pas seulement un rejet procédural. Selon l'analyse de CBS News, le langage de l'ordonnance était chirurgical. L'ordonnance non signée a déclaré que la requête n'avait pas démontré que le pétitionnaire était susceptible de réussir sur le fond de ses revendications d'immunité. Traduisons cela du jargon juridique en espagnol simple, MXR. Note dans le texte original, c'est espagnol sencillo, donc en français simple. Les juges disent à Trump avant même que le vrai procès ne commence que son argument central, l'idée que le président est un roi intouchable est un perdant. Ils signalaient avec des néons que même si cela leur revient dans un appel complet plus tard, il va perdre. L'analyste juridique Jeffrey Tubin, apparaissant sur CNN peu après la décision, n'y est pas allé par 4 chemins. Il l'a appelé le rejet le plus définitif des revendications d'immunité présidentielle de l'histoire américaine. C'est là où nous en sommes. La fantaisie de l'invincibilité légale s'est brisée. 1030 chapitre 3. L'obituaire de George Will. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention, car pour comprendre le tremblement de terre à l'intérieur du Parti républicain, nous devons parler de George Will. Si vous avez moins de 40 ans, vous pourriez voir un monsieur âgé avec une cravate papillon et des lunettes et ne pas comprendre pourquoi son opinion compte autant. George Will n'est pas n'importe quel commentateur. Il a été la conscience intellectuelle du conservatisme américain avant même que Ronald Reagan ne mette les pieds à la Maison-Blanche. Il a gagné le Pulitzer en 1977. Il était panéliste fondateur dans This Week d'ABC. Ses chroniques sont syndiquées dans des centaines de journaux. Ce n'est pas un libéral de MSNBC qui célèbre depuis les tribunes. Ce n'est pas un démocrate cherchant un avantage politique. George Will a consacré toute sa vie professionnelle à construire, défendre et articuler le mouvement conservateur. Il est la vieille garde quand il parle. Les donateurs traditionnels, les sénateurs vétérans et les gens qui se souviennent de ce que signifiait le Parti républicain avant 2016. Écoute donc, quand la décision est sortie, j'ai observé sa réaction. En 1 heure, il est apparu sur Fox News et a livré ce que je ne peux décrire que comme un ituaire légal et moral. Je cite textuellement ces paroles car elles sont dévastatrices. Ce que nous avons vu aujourd'hui est l'évaporation complète d'une fantaisie légale. La notion qu'un président ayant perdu une élection pourrait tenter de retenir le pouvoir par des moyens extra-constitutionnels et ensuite revendiquer l'immunité de poursuite. C'était toujours constitutionnellement absurde. Maintenant, c'est légalement mort. Constitutionnellement absurde, légalement mort. Pensez à qui dit cela? Un homme qui a défendu des présidents républicains à travers des scandales et des guerres. Quand George Will dit cela, ce n'est pas de la rhétorique partisane, c'est un verdict de l'intérieur de la maison. Will est allé plus loin. Il a dit que ce moment représente un test de stress pour la gouvernance constitutionnelle. Il a souligné que la réponse de Trump et de ses partisans nous dira si le Parti républicain reste engagé envers l'État de droit ou s'il a involué en quelque chose d'irreconnaissable. Venant d'un conservateur de toute une vie, c'est une accusation qui brûle. 14. Chapitre 4. Le pattern de la loyauté versus la loi. Voici ce que la plupart des gens manquent. Cette décision de la Cour suprême n'est pas un événement isolé. C'est le climax d'un pattern fascinant et révélateur qui nous montre comment fonctionnent réellement les institutions américaines quand on les pousse à la limite. Donald Trump a construit son identité politique, sa marque, en exigeant une loyauté absolue, personnelle, inébranlable. Mais encore et encore, il a découvert une vérité inconfortable. La Constitution et l'État de droit ne se plient pas devant l'amitié ou le patronage. Permettez-moi de vous guider à travers ce pattern car une fois que vous le voyez, il est impossible d'arrêter de le voir.
Casse 1, Bill Barr et le département de la justice. Bill Barr est sorti de sa retraite spécifiquement pour servir Trump. Il était son bouclier. Il a écrit le mémo sur le rapport Mueller. Il est intervenu dans des affaires d'alliés de Trump. Les procureurs de carrière ont démissionné en protestation contre à quel point Barr était loyal. Mais ensuite sont arrivées les élections de Trump à exiger que le département de la justice déclare l'élection corrompue. Il voulait le sceau officiel du DOJ pour valider ses théories. Barr a enquêté, a regardé les données, a cherché sous les pierres et n'a rien trouvé de substantiel. Selon Jonathan Karl d'IBC News, quand Barr a dit la vérité à Trump dans le bureau ovale, qu'il n'y avait pas de fraude qui change le résultat, Trump a explosé. Crie coup sur la table. Il a dit que Barr l'avait trahi. Barr a démissionné peu après. Trump l'appelle maintenant faible et stupide. Mais le péché de Barr n'était pas la déloyauté, c'était la loyauté à la réalité factuelle. C'est les défis électoraux de 2020. Trump et ses alliés ont déposé plus de 60 plaintes. Ils étaient totalement confiants que les 3 juges que Trump avait nommés à la Cour suprême lui rendraient la faveur. Trump l'a même dit explicitement. J'ai besoin de mes juges là-bas au cas où il y aurait une dispute électorale. Le résultat? La Cour a rejeté chaque défi, souvent à l'unanimité, souvent sans même entendre les arguments. La loi ne se soucie pas de qui à nommer. Crow Mike Pence, peut-être le cas le plus dramatique. Pence a été le soldat loyal pendant 4 ans. Il a tout enduré. Mais le 6 janvier, Trump lui a exigé quelque chose que la Constitution ne lui permettait pas de faire, rejeter unilatéralement les votes électoraux. Pence a refusé non pas parce qu'il haïsait Trump, mais parce qu'il a lu la Constitution et compris qu'il n'avait pas ce pouvoir. Pour cet acte de fidélité constitutionnelle, la foule a chanté « Pendez Mike Pence » et Trump, regardant la TV selon les témoignages, a exprimé que peut-être Pence le méritait. Voyez-vous le pattern? Chaque personne, chaque institution que Trump espérait voir se plier à sa volonté, a finalement trouvé un mur de briques appelé Constitution. Et maintenant, la Cour suprême vient de poser la dernière brique dans ce mur. 1845, chapitre 5, le piège stratégique et le calendrier. Revenons au présent. Pourquoi cette décision met-elle l'équipe juridique de Trump dans une position impossible? Toute leur stratégie reposait sur le retard. Motion après motion, appel après appel. Le plan était d'épuiser l'horloge, mais la juge Tanya Chutkan au tribunal de district et le circuit d'appel de Dessie ont démantelé ce plan. Le tribunal d'appel a écrit une opinion radicale de 57 pages qui passera dans les livres d'histoire. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Ils ont dit qu'accepter l'argument de Trump accorderait une carte de sortie libre de prison à vie. Le 8 janvier, la juge Chutkan a émis une nouvelle ordonnance. Son langage était direct comme un coup de poing. L'accusé a épuisé ses recours en appel. Elle a dit que les tentatives de reporter le procès nuisent à l'intérêt public. L'équipe de Trump fait maintenant face à un dilemme agonisant. D'un côté, ils doivent maintenir le discours de victime pour leur base politique. 71% des votants républicains croient que c'est une persécution. De l'autre côté, ils doivent aller dans un vrai tribunal avec de vraies règles de preuve, où les juges ne regardent pas Fox News ni ne lisent Trucial. Là, ils ont besoin d'arguments juridiques, et leur meilleure carte, l'immunité vient d'être brûlée. Pour se défendre efficacement, Trump devrait faire quelque chose que, psychologiquement, il semble incapable de faire, admettre les faits, montrer du remords sa narrative. Mais sa marque est de ne jamais reculer. Même des experts conservateurs comme Jonathan Turley et Andrew McCarthy admettent que l'équipe juridique est tollée. McKay a dit sur Fox News qu'ils n'ont nulle part où aller, sauf au procès. 22 Gazi, chapitre 6. L'impact politique et l'avenir. Parlons de ce que cela signifie pour les élections, car c'est là que le caoutchouc touche la route. Le procès pourrait commencer en pleine saison des primaires. Imaginez l'image. Le candidat favori du Parti républicain passant ses journées dans une salle d'audience fédérale à se défendre de charges de conspiration contre les États-Unis pendant que ses rivaux ou Biden font campagne. Les stratèges démocrates sont prêts. Ils utiliseront cette décision de la Cour suprême comme un marteau. Ils diront « Regardez, même les juges de Trump disent que ces arguments sont faux. » Cela neutralise l'argument républicain que c'est juste une chasse aux sorcières partisanes. Si c'est partisan, pourquoi Amy Coney Barrett a voté contre? Mais le vrai danger pour le Parti républicain est chez les électeurs indépendants.
Selon un sondage de CBS News du 5 janvier, 62% des Américains croient que si Trump est condamné pour un crime grave, il ne devrait pas être président. Les électeurs indépendants, ceux qui décident dans des élections dans les États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, expriment une profonde malaise à l'idée de voter pour un criminel condamné. Le Parti républicain est dans un piège. S'il reste avec Trump à travers une condamnation, il risque un désastre en novembre avec les indépendants. S'ils essaient de changer de candidat, ils risquent une révolte de la base MAGA qui brûlerait le parti jusqu'aux fondations. Il n'y a pas de bonnes options, seulement des options moins mauvaises. 2530 conclusions. Un point d'inflexion historique. Je vais être prudent ici car je ne fais pas de prédiction, mais je peux exposer les possibilités. Les implications légales de ce refus s'étendent bien au-delà de Trump. Les tribunaux ont établi un précédent. Les anciens présidents peuvent être poursuivis. Nous avons fermé la porte à la monarchie. Si Trump avait gagné cet argument, un futur président aurait pu tenter d'annuler une élection, ou pire, sans crainte de prison. Le seul remède aurait été la destitution, que nous savons déjà être un processus politique cassé. Maintenant, le système de justice pénale reste le dernier gardien. Bientôt, pour la première fois dans l'histoire de la République, un ancien président fera face à 12 citoyens ordinaires, un jury de ses pairs. Ils décideront si ses actions étaient mal criminelles. S'il est condamné, ce sera une preuve que la démocratie avec tous ses défauts fonctionne. S'il est acquitté, ce sera le verdict du système. Mais le processus, le fait que le procès ait lieu, est la victoire de la Constitution. Permettez-moi de résumer cela avec 3 points clés pour que vous les emportiez chez vous. Unanimité. La Cour suprême, y compris les juges de Trump, a rejeté ces revendications. C'est la loi, pas la politique. Le jugement des pairs. George Will, le père du conservatisme moderne, a déclaré la mort intellectuelle de la défense de Trump. Le pattern, les institutions résistent depuis Penn jusqu'à la Cour suprême. La loyauté à la Constitution gagne, même si c'est de justesse. Nous voyons l'histoire se dérouler en temps réel. Ce qui se passera dans les prochains mois sera enseigné dans les facultés de droit et d'histoire dans 100 ans. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que cette décision changera l'opinion des électeurs indécis, ou la polarisation est-elle si forte que plus rien n'importe? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je les lis toujours et ils m'aident à comprendre comment vous percevez ces moments historiques. Et si vous voulez rester informé à mesure que cela se développe, et croyez-moi, ça va se développer vite, abonnez-vous à la chaîne. Nous n'allons pas vous donner seulement des titres. Nous allons vous donner du contexte, de la profondeur et des faits vérifiés. Les murs se sont refermés. Le tribunal le plus élevé a parlé, et maintenant, commencez le vrai procès.